Qu'arrive-t-il quand un homme qui possède tout est contraint d'affronter tout ce qu'il est en train de jeter par-dessus bord sous le regard implacable de l'opinion publique? Nous ne parlons pas d'une scène de cinéma. Nous parlons de Rafferty Maxwell, le titan de l'immobilier, se tenant dans le terminal privé exclusif de l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, prodiguant des attentions à sa petite amie beaucoup plus jeune, Kensington Lowe. Il portait son sac à main de créateur Rose Chewing Gum, symbole de sa dévotion. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son épouse, Garnett, était sur le point d'arriver et qu'elle ne venait pas seule. Elle apportait avec elle un secret dont il n'avait jamais su l'existence, leurs 4 enfants nouveau-nés. Ce n'est pas seulement une histoire d'infidélité. C'est l'histoire d'une collision stupéfiante entre une fantaisie privée et une réalité dévastatrice, une bataille pour un empire et le pouvoir tranquille et inébranlable d'une femme poussée à l'extrême. Acte suave. L'arrivée à l'Arche de Barajas, le terminal exécutif de l'aéroport de Madrid-Barajas, était un monde à part. Un mélange stérile et coûteux de kérosène, de parfums français et du bourdonnement silencieux d'une richesse immense. Ici, le chaos du voyage public était une rumeur lointaine et vulgaire. Des hommes en costume taillé parlaient à voix basse au téléphone, déplaçant des milliards d'euros entre les continents, tandis que des femmes au visage chirurgicalement parfait faisaient glisser leurs iPads, leurs diamants captant la lumière d'un feu froid. Au centre de cette opulente tranquillité se trouvait Rafferty Maxwell. À 48 ans, il était un spécimen de pouvoir préservé. Ses cheveux étaient d'un argent distingué aux tempes, contrastant fortement avec le noir prédateur du reste. Son visage, endurci par des années de négociations impitoyables et de vols transatlantiques, restait indéniablement séduisant. Il portait un pull en cachemire Loro Piana, bleu marine, qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'une personne moyenne à Madrid. Un pantalon sur mesure, à son poignet. Une montre Patek Philippe Grandes Complications, qui non seulement donnait l'heure, mais déclarait sa position dans le monde. Rafferty Maxwell ne possédait pas seulement des bâtiments, il possédait des horizons. Son entreprise, Maxwell Global Properties, avait remodelé les paysages de New York, Londres, Dubaï et bien sûr une grande partie de la grande vie madrilène. À ses côtés, pratiquement accroché à son bras, se trouvait Kensington Lowe. À 26 ans, elle était l'opposé de l'élégance discrète du terminal. Elle était bruyante, vibrante et d'une beauté incandescente qui exigeait l'attention. Ses cheveux blonds étaient incroyablement longs et artistiquement ébouriffés. Ses lèvres étaient parfaitement gonflées et sa robe était une fine bande de soie néon qui laissait peu de place à l'imagination. Elle était une influenceuse Instagram, devenue consultante en marque, une trajectoire professionnelle moderne qui semblait impliquer principalement d'être vue aux bons endroits avec les bonnes personnes. Et Rafferty Maxwell était la personne la plus juste de toutes. « Rafi, chérie », roucoula sa voix, un ronronnement entraîné et chuchoté. « T'es-tu souvenu de dire au pilote qu'il ne devait pas y avoir de turbulence? Mes nerfs ne tiendraient pas ça avant un brunch au champagne. » Rafferty sourit, un sourire indulgent et rodé qu'il lui réservait. « Tout est réglé, ma chère. Le Gulfstream GE7700 est le vol le plus doux du ciel. Le capitaine de la source sait ce qu'il a à faire. » Le détail le plus révélateur de toute la scène, celui qui fit lever un sourcil subtil même au personnel le plus blasé, fut le sac à main. C'était un sac voyant, un Hermès Kelly, couleur rose chewing gum. Et il n'était pas au bras de Kensington. Il était maladroitement accroché à la large épaule de Rafferty Maxwell,
Louis, un titan de l'industrie, un homme qui dirigeait des conseils d'administration avec une volonté de fer, portait son sac comme un accessoire bien dressé. Il le tenait pendant qu'elle prenait un selfie, inclinant son téléphone pour capturer le jet privé de Maxwell à travers les baies vitrées du sol au plafond derrière eux. « La lumière est tragique ici », se plaignit-elle, effaçant la photo. « J'ai besoin de cette lueur d'Ibiza. Rappelle-moi d'appeler ma facialiste dès que nous atterrissons. »« Bien sûr, » dit Rafferty. Il était expert pour naviguer dans ces conversations. Avec Kensington, il n'était pas un PDG. Il était un concierge. C'était un rôle qu'il trouvait étrangement relaxant. Elle n'exigeait rien de son intellect, seulement de son portefeuille. Après des années d'un mariage qui était devenu davantage une fusion d'entreprises qu'une romance, la simple nature transactionnelle de Kensington était un soulagement. Son épouse, Garnett, était d'une toute autre trempe. Ils étaient mariés depuis 12 ans. Cela avait été un mariage convenable, une union d'argent ancien et de nouveaux pouvoirs. Garnett était discrète, élégante, et possédait une grâce qui rendait le glamour fabriqué de Kensington bon marché. Mais elle était distante. Ces dernières années, un fossé s'était creusé entre eux. Leurs conversations tournaient autour de galas de charité, de mise à jour de portefeuille et de la gestion de leur vaste domaine à la périphérie de Tolède. La passion s'était évaporée depuis longtemps, laissant derrière elle un partenariat poli et stérile. Il se disait que c'était une rupture amicale. Il se disait qu'elle était probablement plus heureuse ainsi, libre de poursuivre ses intérêts philanthropiques, tandis que lui poursuivait les siens, les affaires. Kensington était son affaire maintenant, une filiale très coûteuse et très exigeante. « Le personnel de la villa est-il prêt? Je leur ai envoyé une liste de mes exigences, » dit Kensington, attirant à nouveau son attention. « Seulement de l'eau Fiji bio, pas d'Evian, c'est trop minéral, et le nombre de fils des draps doit être d'au moins 200. »« Tout est réglé, » l'assura Rafferty. « J'ai fait vérifier 3 fois par mon assistante auprès du concierge. Ton confort est ma priorité absolue. » Il se pencha et l'embrassa. Une démonstration publique qui était autant une performance pour elle qu'un pied de nez au monde. Il venait du monde des affaires discrètes et des arrangements silencieux. Il était Rafferty Maxwell. Les règles ne s'appliquaient pas à lui. Un assistant discret s'approcha d'eux. « Monsieur Maxwell, Mademoiselle Lowe, l'avion est prêt pour l'embarquement quand vous le souhaitez. » Enfin, Kensington soupira, se levant et s'étirant comme un chat. « Allons-y, j'ai besoin d'un mimosa. » Rafferty se leva, ajusta le sac rose ridicule sur son épaule et lui offrit son bras. Ils commencèrent à marcher vers les portes vitrées qui menaient au tarmac, une image parfaite de l'indulgence moderne. Il sentit une vague de liberté. Ce voyage à Ibiza était l'étape finale. Il avait déjà donné instruction à son avocat, le requin notoirement implacable Robert Dominguez, de rédiger les papiers du divorce. Il les remettrait à Garnet à son retour. Il serait généreux, bien sûr. Ce n'était pas un monstre. Il lui donnerait le domaine de Tolède, une indemnité importante et sa liberté. C'était ce qu'elle voulait, raisonna-t-il. Elle irait bien. Ils étaient à 3 mètres de la porte lorsqu'une autre assistante du terminal privé, une jeune femme avec un air paniqué dans les yeux, s'approcha précipitamment d'eux. « Monsieur Maxwell, monsieur, » balbutia-t-elle, se tordant les mains. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Rafferty fronça les sourcils. « Je n'attends personne. Nous sommes sur le point de partir. » Kensington laissa échapper un grognement agacé. « Dites-leur qu'il est occupé. Les gens ne comprennent-ils pas à quoi sert un terminal privé? »
Elle était très insistante, monsieur, murmura l'assistante, les yeux écarquillés. C'est Madame Maxwell. Le nom resta en suspens dans l'air, aspirant instantanément la chaleur de la pièce. Rafferty sentit une pierre froide dans son estomac. Garnet. Ici. C'était impossible. Elle ne venait jamais en ville, et encore moins à l'aéroport. Elle détestait voler. La poigne de Kensington sur son bras se resserra. Ses ongles s'enfoncèrent dans son pull en cachemire. « Que fait-elle ici ?» siffla-t-elle, sa voix perdant son affectation chuchotée pour prendre un ton aigu et venimeux. « Tu lui as parlé de nous ?» ?»« Non, bien sûr que non. » lâcha Rafferty, son esprit s'emballant. Était-ce une embuscade? Avait-elle découvert? Comment, s'il avait été si prudent? Il retira le sac rose de son épaule, comme s'il avait soudainement pris feu, le laissant sur une chaise voisine. Sa posture changea. Le concierge complaisant avait disparu, instantanément remplacé par le PDG défensif et calculateur. « Où est-elle » exigea-t-il. L'assistante se contenta de pointer du doigt l'entrée principale du salon privé. Et puis les portes vitrées automatiques s'ouvrirent avec un léger soupir, révélant une scène si surréaliste, si complètement transformatrice, que pendant un instant Rafferty Maxwell crut qu'il était en train d'halluciner. C'était Garnet. Mais elle n'était pas seule. Garnet Maxwell se tenait à l'entrée. Un portrait de calme dans l'œil d'un ouragan qu'elle était sur le point de créer. Elle avait 39 ans, mais aujourd'hui, elle paraissait éternelle, possédant une force éthérée qui semblait plier la lumière même dans la pièce. Elle portait un simple trench coat crème impeccablement coupé, ses cheveux foncés tirés en un chignon élégant et sévère. Son visage était pâle, son expression illisible. Mais ses yeux, ses clairs yeux gris, étaient fixés sur Rafferty, avec une intensité qui l'immobilisa. Mais ce n'était pas seulement Garnet qui captait l'attention stupéfaite de la pièce. La flanquant, il y avait 2 nounous en uniforme, chacune poussant une poussette double de dernière génération. Et dans ces poussettes, enveloppées dans de douces couvertures blanches, il y avait 4 minuscules bébés, identiques, endormis, des quadruplés. Un allaitement collectif et silencieux sembla onduler à travers le salon. Le milliardaire, au téléphone, le baissa lentement. La femme, avec les diamants, se figea à mi-défilement. Chaque œil était fixé sur le tableau à l'entrée. Le silence était absolu, rompu seulement par le grincement doux, presque imperceptible, d'une roue de poussette. Rafferty resta figé, son cerveau luttant pour traiter les informations que ses yeux lui fournissaient. 4 bébés. Ces bébés. Quand? Comment? Garnet n'avait pas... Il n'avait pas... Il essaya de se souvenir de la dernière fois qu'ils avaient partagé un lit. C'était il y a près d'1 an. Une nuit tendue et obligatoire après leur dîner d'anniversaire. Il avait été ivre de vin cher et d'apitoiement. Il sentit le sang lui échapper du visage, la ligne du temps. C'était possible, mais elle n'avait jamais dit un mot. Pas un seul mot. Il lui avait parlé au téléphone la semaine précédente. Une conversation stérile de 5 minutes sur une fuite de toit sur le domaine. Elle avait semblé normale. Distante, mais normale. Kensington fut la première à rompre le sort. Elle le laissa échapper un rire court et aigu d'une pure incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que ça? Une blague? Sont-ils loués? » Le regard de Garnet se posa sur Kensington pendant une fraction de seconde. Un regard d'un mépris si profond qu'il était plus insultant que n'importe quelle insulte. Puis ses yeux revinrent à son mari. Elle fit un pas en avant. Ses mouvements délibérés et élégants. Les nounous la suivirent, poussant les poussettes sur le tapis moelleux. « Bonjour, Rafferty.
dit-elle. Sa voix était tranquille, mais elle se propagea dans la pièce caverneuse, coupant le silence stupéfait comme une écharde de glace. Rafferty retrouva finalement sa voix, bien qu'elle sortît comme un croassement étouffé. « Garnett, quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils? »« Ce sont tes enfants, » affirma-t-elle, non comme une accusation, mais comme un fait simple et indéniable. « Nos enfants. » Elle fit un geste vers la poussette à sa droite. « Ce sont Guillermo et Oliver, puis vers celle de sa gauche. Et ce sont Carlotta et Sofia. » Les noms étaient si classiques, Maxwell sentit une vague de nausée. Il fit un pas hésitant, jetant un œil aux poussettes. 4 visages miniatures parfaits, tous avec la même mèche de cheveux foncés. L'un d'eux, Guillermo peut-être, s'agita dans son sommeil, sa minuscule bouche faisant un doux mouvement de succion. La vue était si intime, si réelle, qu'elle déchira le dernier de ses dénis. C'étaient ses enfants. Il avait une fille, 2 filles et 2 fils. Il était père de 4. Il regarda des bébés à son épouse, son esprit, un tourbillon de confusion, de culpabilité et un sentiment terrifiant et croissant d'être piégé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? 1 an, Garnett. Tu m'as caché ça pendant près d'1 an. » « J'allais le faire, » dit sa voix toujours étrangement calme. « J'attendais le bon moment, mais ensuite j'ai appris par un ami au Yacht Club que tu emmenais ta consultante, elle prononça le mot avec une précision chirurgicale, à Ibiza pour des vacances prolongées, et j'ai réalisé qu'il n'y aurait jamais de bon moment. Il n'y a que maintenant. Point d'interaction. Rafferty vient d'apprendre qu'il est père de quadruplés au milieu de sa tentative de fuir avec son amante. La scène est publique et dévastatrice. Si vous étiez Rafferty, comment réagiriez-vous à l'arrivée de Garnett et des 4 bébés à ce moment précis? Tenteriez-vous de fuir, de supplier ou d'affronter la situation d'une manière inattendue? Donnez-nous votre opinion dans les commentaires. Acte 2. La remise de la sentence. Kensington, se remettant de son choc initial, fit un pas en avant, se plaçant légèrement devant Rafferty. Une revendication territoriale. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement apparaître ici avec des bagages et t'attendre à ruiner nos plans. Raffy et moi sommes amoureux. Garnett accorda finalement toute son attention à Kensington. Elle la regarda de haut en bas, son regard s'attardant un instant sur la robe néon, puis sur le sac rose abandonné sur la chaise. Un éclair de quelque chose, peut-être de la compassion ou du mépris, traversa son visage avant d'être remplacé par un air d'indifférence sereine. « Je ne suis pas ici pour te parler, » dit Garnett, son ton indiquant clairement que Kensington était aussi insignifiante qu'un meuble. Elle se tourna vers Rafferty. « Je crois que tu as un vol à prendre, mais j'ai pensé qu'il était juste que tu rencontres tes héritiers. » Avant de partir. « Héritier !» Les mots frappèrent Rafferty avec la force d'un coup physique. Il ne s'agissait pas seulement de bébé. Il s'agissait de légate, de succession. La continuation du nom Maxwell, un empire qu'il avait construit, maintenant avec 4 successeurs minuscules et inattendus. « Garnett, écoute, » commença-t-il, essayant de reprendre le contrôle, de gérer la situation. Comme il le ferait avec une prise de contrôle hostile, nous devons en parler en privé. Pas ici. Il n'est en rien à discuter en privé qui n'ait pas déjà été rendu atrocement public, dit Garnett, faisant un geste subtil vers tout le salon de spectateurs, qui regardaient maintenant sans vergogne, leur téléphone discrètement incliné pour capturer le drame. Ils pouvaient presque entendre le tapotement frénétique des messages, le commérage jubilatoire qui se répandait déjà comme une traînée de poudre dans les hautes sphères de la société madrilène. Le monde et le pays, l'Orient, avant midi.
Je ne suis pas venu ici pour te demander de rester, Rafferty, continua-t-elle, sa voix se durcissant presque imperceptiblement. Je suis venu ici pour te livrer un message. De la poche de son trench coat, elle sortit un document épais et plié. Elle ne le lui tendit pas. Au lieu de cela, elle le plaça doucement sur le bord de la poussette de Guillermo et Oliver, juste à côté d'une tétine de rechange. Ce sont des papiers de divorce, dit sa voix claire et ferme. Mon avocate, Elena Russ, les a déposés ce matin dans l'État de New York. Elle caressa le document. Et ceci, c'est une pétition de garde légale et physique exclusive de nos 4 enfants. Rafferty sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Divorce. Garde. Garde exclusive. Elle n'était pas là pour se battre pour lui. Elle était là pour l'effacer. Kensington ricana, un son désespéré et laid. Tu crois que tu peux tout lui prendre? Il va te combattre. Il va nous combattre. Garnett l'ignora complètement, ses yeux remplis d'une tristesse si profonde qu'elle semblait être une force. Ils restèrent fixés sur Rafferty. Tu voulais une vie libre d'obligations, Rafferty. Une vie de brunch au champagne et de vol sans turbulence avec ta consultante. Elle regarda le sac rose. Tu as fait ton choix il y a longtemps. Tu as choisi de porter son sac. Eh bien, j'ai porté tes enfants. Et maintenant, je continuerai sans toi. Un des bébés, Carlotta, commença à se plaindre, son minuscule cri coupant le silence tendu. L'une des nounous se déplaça immédiatement pour la réconforter. Le son sembla briser le sort qui maintenait Rafferty paralysé. « Garnett, attends !» supplia-t-il, le désespoir rugissant dans sa voix. « Tu ne peux pas faire ça. Ce sont aussi mes enfants. »« Oui, ils le sont, » dit-elle doucement, un univers de douleur dans ces 3 mots. « Et ils méritent un père qui est cet haut qui est présent, un père qui les place en premier. Pas un homme qui les met sur une liste de priorités quelque part, en dessous du confort de son amante. » Elle lui lança un dernier regard, à son visage choqué, à la belle jeune femme à ses côtés, à la vie qu'il avait choisie. « Profite d'Ibiza, Rafferty. » Sur ce, elle se retourna. Avec la même grâce et la même délibération qu'elle était arrivée, elle et sa petite suite, 2 nounous, 4 bébés, un monde de pouvoir nouvellement découvert, se dirigèrent vers la sortie. Rafferty resta figé, les cris silencieux d'une douzaine d'émotions se battant en lui. La femme qu'il avait écartée comme une partenaire calme et sans passion venait de faire exploser une bombe au centre de son univers, et elle l'avait fait avec la dignité tranquille d'une reine. Kensington lui agrippa le bras. « Raffy, qu'est-ce que tu fais? Laisse-la partir. Nous avons un avion à prendre. Ce n'est qu'une pathétique manigance pour de l'argent. » Mais Rafferty ne l'écoutait pas. Il regardait les poussettes disparaître à travers les portes vitrées. Ses enfants. Ses 4 enfants. Il venait de les rencontrer. Et il était déjà en train de les perdre. Il regarda des portes qui se fermaient au sac rose, qui était toujours sur la chaise. Un symbole de sa fantaisie superficielle et éphémère. Et puis, il regarda les papiers du divorce, posés sur la poussette vide qu'elle avait laissée derrière elle. Un symbole de la réalité dévastatrice et permanente. L'assistante qui avait annoncé l'arrivée de Garnett s'approcha de lui timidement, lui tendant le document abandonné. « Monsieur Maxwell, votre épouse, elle vous a laissé ceci. » Rafferty prit les papiers. Le poids d'eux dans ses mains était plus lourd que n'importe quel immeuble qu'il avait construit. Le Gulfstream GE700 était étincelant sur le tarmac, ses moteurs bourdonnant une invitation douce et puissante à s'échapper. Mais pour Rafferty Maxwell, ce n'était plus un symbole de liberté. C'était un avertissement qui attendait de l'emporter vers un paradis insignifiant, tandis que tout son monde implosait derrière lui. Point d'interaction 2. La chute du Titan. Rafferty se retrouve seul avec le sac rose de Kensington
et les papiers du divorce. Sa fantaisie s'est effondrée. Que pensez-vous que Rafferty devrait faire à cet instant pour essayer de sauver quelque chose? Tenter de poursuivre Garnett, appeler son avocat immédiatement, ou simplement accepter la défaite? Partagez vos idées dans les commentaires. Acte 3. Le réveil et l'humiliation publique. Tu m'écoutes, Raffy? La voix de Kensington était perçante. La façade, soigneusement construite de l'influenceuse insouciante, se fissurait pour révéler la pure panique en dessous. Elle est folle, à paraître comme ça. C'est du terrorisme émotionnel. Tu dois appeler ton avocat. Nous devons l'écraser. Rafferty l'entendait à peine. Son esprit était une présentation d'horreur. Les yeux froids de Garnett. Les 4 minuscules visages dans les poussettes. La sensation nette et lourde des documents légaux dans sa main. Pétition de garde exclusive. Les mots résonnaient dans sa tête. Un glas pour une paternité qu'il ne savait même pas qu'il possédait. « Je ne peux pas y aller », murmura-t-il d'une voix rauque. « Quoi ?» Kensington cria, son visage se contorsionnant d'incrédulité. « Que veux-tu dire par « tu ne peux pas y aller » ? Nos réservations, la villa, le yacht que j'ai loué pour mon poste d'anniversaire, tout est payé. » Il la regarda finalement, et pour la première fois, il la vit non pas comme une belle évasion, mais comme l'architecte de sa ruine actuelle. Ses préoccupations, le yacht, le post Instagram, semblaient si grotesquement triviales, si insultantes de superficialité face au cataclysme qui venait de se produire. Le sac rose sur la chaise se moquait de lui. « Ma femme », dit-il les mots, les sentant étranges et puissants sur sa langue, vient de me remettre les papiers du divorce. Elle m'a aussi présenté mes 4 enfants. Je ne vais pas monter dans un avion pour Ibiza. Son ton était plat, définitif. Le Raffy indulgent avait disparu. À sa place se tenait Rafferty Maxwell, le magnate impitoyable. Mais cette fois, la cible de sa froide fureur était sa propre vie. La panique fit place à la rage dans les yeux de Kensington. « Alors c'est tout. Elle claque des doigts, et tu reviens en courant comme un chiot pathétique après tout ce que tu m'as raconté sur elle. Qu'elle était froide, que votre mariage était mort. Tu étais censé la quitter. Il semble, dit Rafferty avec un rire sombre et sans humour, qu'elle m'a quitté la première. » Il s'approcha du comptoir de l'assistant, les papiers du divorce serrés dans son poing. « Mettez-moi au téléphone avec Robert Dominguez maintenant », aboya-t-il l'ordre avec son ancienne autorité, le pouvoir qu'il exerçait. Le jeune assistant lui tendit maladroitement le téléphone, surpris par son intensité. Kensington le suivit, sa voix s'abaissant à un murmure désespéré et manipulateur. « Raffy, ne la laisse pas gagner. C'est ce qu'elle veut. Elle essaie de te manipuler avec ses bébés. Comment sais-tu même que ce sont les tiens? Tu as fait un test? » La question était un pari vil et désespéré, et elle atterrit avec une précision nauséabonde. Un éclair de doute, une graine de poison. Mais ensuite, l'image des 4 minuscules visages apparut dans son esprit. Le menton Maxwell. Les mèches foncées de cheveux. Il savait. Dans le plus profond et terrifié de son âme, il savait. « Non », dit sa voix, un avertissement bas. Il se retourna pour la regarder complètement, et l'expression dans ses yeux la fit reculer involontairement d'un pas. « Ne parle pas de mes enfants, ni de ma femme. Plus jamais. » Le changement était palpable. Le « nous » qu'elle avait utilisé avec tant de confiance il y a quelques minutes s'était évanoui. Maintenant, c'était mes enfants, ma femme. Et elle était dehors, regardant le naufrage d'une famille qu'elle avait aidé à détruire. Mais une famille, après tout. Et moi, exigea-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange de furie et de peur. Et nous? Il n'y était pas de nous, dit Rafferty,
les mots ayant le goût de cendre. Il y a un empire de 5 milliards d'euros. Une image publique qui est en train d'être déchiquetée et diffusée à chaque chroniqueur de potin de l'hémisphère occidental. Et 4 bébés qui portent mon nom. C'est ce qui existe maintenant. Tu étais une distraction. La distraction est terminée. La cruauté de ces mots était absolue. Un coup chirurgical conçu pour couper la connexion complètement. C'était un homme acculé, et comme n'importe quel animal acculé, il s'en prenait à la menace la plus immédiate à sa survie. À ce moment, Kensington, et tout ce qu'elle représentait, était un passif qu'il ne pouvait pas se permettre. Son visage se plissa. Les larmes étaient réelles cette fois, chaudes et laides. « Salaud !» sanglota-t-elle. « Tu m'as utilisé. Tu m'as dit que tu m'aimais. »« Monsieur Maxwell, Monsieur Dominguez est sur la ligne 1. » interrompit l'assistant, lui tendant le téléphone comme si c'était une bombe. Rafferty prit le téléphone, tournant le dos aux larmes de Kensington. « Robert, dit-il, sa voix tendue par un chaos contrôlé, nous avons une situation. Un ouragan de catégorie 5 vient de toucher terre dans ma vie personnelle. Oui, à Barajas, tu as raison. Non, vous n'allez pas le croire. Pendant qu'il parlait, sa voix s'abaissant à un murmure bas et urgent, Kensington se tint là, le fixant. Les larmes coulaient sur son visage. Le rêve se dissolvait sous ses yeux. La vie de jets privés, de cartes de crédit illimitées et, finalement, le titre convoité de Madame Maxwell. Tout s'évaporait. Elle regarda son sac rose une fois, un trophée. Maintenant, un monument pathétique à sa folie. Avec un sanglot étouffé, elle prit le sac de la chaise, attrapa son bagage à main et, sans dire un mot de plus, elle se retourna et s'enfuit. Elle ne se dirigea pas vers le jet privé. Elle courut vers le terminal principal, vers le monde des vols commerciaux et du contrôle public, vers l'anonymat auquel elle avait si désespérément essayé d'échapper. Rafferty termina son appel et raccrocha. Le salon était silencieux maintenant, sauf le bourdonnement de la climatisation. Kensington était parti. L'avion attendait. Les papiers du divorce étaient dans sa main. Il était complètement et absolument seul. Il regarda par la fenêtre le G700. Il pensa au mimosa que Kensington avait voulu, au vol sans turbulence. Puis il pensa à Garnet, naviguant calmement le chaos d'un aéroport avec 4 nouveau-nés. La force pure, l'éclat logistique, la détermination de faire que cela avait dû lui coûter. Il l'avait sous-estimé. Il l'avait sous-estimé si profondément que cela frôlait la stupidité. Il avait vu sa tranquillité comme de la faiblesse, sa grâce comme de la passivité. Il avait été un imbécile. La voix du pilote parvint par un petit interphone au comptoir. « Monsieur Maxwell, nous sommes toujours à l'heure de départ pour Ibiza. » Rafferty souleva le combiné de l'interphone. Il regarda les papiers légaux dans sa main, les mots gardés exclusifs brûlant ses rétines. « Non, capitaine, » dit sa voix rauque par la défaite. « Changement de plan. Présentez un nouveau plan de vol. Nous allons à Tolède. Acte 4. » Le désastre médiatique et l'avocate dévoreuse de géants. L'histoire éclata moins de 3 heures après le départ tranquille de Garnet du terminal. Ce n'était pas seulement une vague. C'était un tsunami. La première alerte vint de la section potin de El País, avec un titre aussi brutal que brillant. Le quadruple bypass de Maxwell. Le milliardaire abandonne l'influenceuse à l'aéroport après l'arrivée de son épouse avec 4 bébés secrets. L'article était un chef-d'œuvre de détails salaces, citant des sources choquées au sein du terminal exclusif. Il peignait une image vivide. Rafferty Maxwell, le maître de l'univers.
portant un sac Hermès rose chewing gum, roucoulant avec sa petite amie mannequin Instagram, Kensington Low, puis l'entrée cinématographique de la reine de glace, Garnet Maxwell, avec une véritable armée de nounous et de poussettes. La pièce se terminait avec le détail des papiers du divorce étant remis sur le champ, et Kensington Low fuyant en larmes, en milieu d'après-midi. Telecinco avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à obtenir des images de téléphone portable. C'était granuleux et pris de loin, mais indéniable. Rafferty était là, abasourdi. Kensington était là, gesticulant sauvagement. Et Garnet était là, une figure d'un calme impossible, debout avec sa phalange de poussettes avant de se retourner et de partir. Le clip devint viral. Les hashtags #Maxwell Meltdown et #Quadruple Bypass commencèrent à être tendances sur Twitter. Pour Rafferty, le monde devint une forteresse. Il se retira dans son penthouse vide sur le Paseo de la Castellana. Le silence des couloirs de marbre, un témoignage rugissant de son isolement. Le domaine de Tolède était maintenant le territoire de Garnet. Son avocat l'avait averti dans les termes les plus clairs possibles de ne pas s'y rendre, de ne pas la contacter, de ne rien faire qui puisse être interprété comme du harcèlement ou de l'intimidation. Toute communication devait passer par les canaux légaux. Son téléphone vibrait sans cesse avec des appels et des SMS de membres du conseil d'administration, d'investisseurs, d'amis et d'ennemis, tous cherchant à mesurer l'étendue du scandale. Sa vie, autrefois une image soigneusement organisée de pouvoir et de succès, était maintenant de la pâture publique, un telenovela pour les masses. La narration qui prenait forme était désastreuse pour lui. Il était le méchant, le milliardaire tricheur et adultère pris en flagrant délit. Kensington était une figure pathétique, la briseuse de ménage insipide qui a eu ce qu'elle méritait. Mais Garnet était en train de devenir une héroïne populaire. Au tribunal de l'opinion publique, elle était l'épouse lésée qui avait enduré l'infidélité flagrante de son mari avec une dignité tranquille, tout en portant secrètement et donnant naissance à leurs 4 enfants. Son arrivée à l'aéroport n'était pas perçue comme une embuscade. Elle était perçue comme un coup de force de proportions légendaires. Les blogs féministes écrivaient des articles élogieux sur son génie stratégique. Les groupes de mères célébraient sa force. Elle était l'exemple ultime d'une femme reprenant le contrôle. Son silence dans les médias ne faisait qu'amplifier sa mystique. Elle n'a publié aucune déclaration, n'a accordé aucune interview, a simplement disparu derrière les portes du domaine de Tolède, laissant le monde spéculer. Pendant ce temps, Kensington Low, après 20 heures de silence, tenta de reprendre la narration. Elle publia une histoire larmoyante en plusieurs parties sur son Instagram. Utilisant un filtre noir et blanc et parlant d'une voix tremblante, elle se peignit comme la véritable victime. La vérité est, sanglota-t-elle, regardant directement la caméra de son téléphone. Raffi et moi étions amoureux, profondément amoureux. Leur mariage était terminé bien avant que je n'arrive. C'était une transaction commerciale. Il n'y avait ni chaleur, ni affection. Il était piégé, et j'étais son évasion. Elle fit une pause pour un soupir dramatique. Cette astuce avec les bébés est un piège. C'est une femme froide et calculatrice qui utilise ses pauvres enfants comme des pions pour obtenir le plus gros règlement de divorce de l'histoire. Mon cœur se brise pour Raffi, et il se brise pour ces bébés qui sont utilisés de cette horrible et toxique manière. J'espère seulement que la vérité éclatera. La tentative échoua lamentablement. Les commentaires étaient un massacre.
La seule chose qui est froide et calculatrice est ta tentative de te rebaptiser victime, disait un commentaire principal. Un autre disait « Chérie, il portait ton sac rose pendant que sa femme accouchait de quadruplés. Fais-toi une idée. » Sa publication fut capturée et impitoyablement ridiculisée sur Twitter. Elle n'était plus seulement une briseuse de ménage, elle était une narcissique délirante. En une semaine, elle avait perdu plus d'1 demi-million d'abonnés et fut abandonnée par les 3 principales marques avec lesquelles elle avait des accords de parrainage. Pour Rafferty, les implications commerciales devenaient graves. Les actions de Maxwell Global Properties subirent une chute de 15% en 2 jours. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. « C'est un cauchemar de relations publiques, Rafferty », dit Lorenzo Del Toro, un membre du conseil d'administration chevronné et sensé qui connaissait Rafferty depuis 20 ans. « Notre marque est basée sur la stabilité, sur une vision à long terme. En ce moment, notre PDG ressemble à un personnage d'une mauvaise émission de télé-réalité. Les investisseurs ont peur. « C'est ma vie personnelle, Lorenzo », répliqua Rafferty, bien que sa voix manquait de sa conviction habituelle. « Ça ne l'est plus », lui lança Del Toro. « Pas quand c'est en première page de la section style de vie du Wall Street Journal. Nous avons une clause de moralité dans ton contrat pour une raison. Ce n'est pas seulement immoral, c'est négligent. Ça te fait paraître imprudent. Et si tu parais imprudent dans ta vie personnelle, comment pouvons-nous te faire confiance pour ne pas l'être avec l'argent de nos actionnaires? » Rafferty était piégé. Son avocat, Robert Dominguez, un homme qui dégageait typiquement une confiance agressive, conseillait maintenant la prudence. « Son avocate est Elena Russ », dit Dominguez, d'une voix sombre lors de leur réunion le jour même. « Ce n'est pas seulement une avocate en divorce, c'est une tueuse. Elle est connue pour abattre des géants. Elle a représenté Maria Popov contre son mari oligarque. Popov a pris le super yacht, la maison de Londres et la moitié de sa participation dans la compagnie pétrolière. Russ ne se contente pas de se battre. Elle anéantit. « Alors, quel est son coup ?» demanda Rafferty, faisant les 100 pas dans le bureau de son avocat, au sommet de la Castellana. « En ce moment, elle te laisse te noyer, » dit Dominguez sans détour. « Chaque article qui sort, chaque mème, chaque once de sympathie publique pour Garnett est un autre clou dans ton cercueil. Lorsque nous arriverons à la table des négociations, où Dieu nous en préserve, à un tribunal, elle argumentera que tu es une influence instable et moralement en faillite. Elle utilisera Kensington. Elle utilisera la scène de l'aéroport. Elle utilisera ta propre imprudence pour peindre l'image d'un homme à qui on ne peut pas faire confiance pour le bien-être de ses enfants. Alors je perds mes enfants? La pensée fut une douleur physique. Tu devras te battre bec et ongle même pour la garde partielle, admit Dominguez. Et ça va te coûter une fortune. Russ et Garnett ont toutes les cartes. Elles ont les enfants et elles ont la supériorité morale. Nous avons un sac rose et une publication larmoyante de ton ex-petit ami sur Instagram. La dure réalité de sa situation s'installait. Il avait pensé qu'il avait tout le pouvoir, toute la richesse, tout le contrôle. Mais Garnett, avec un mouvement calme et parfaitement exécuté, l'avait mis en échec, et mat. Elle ne l'avait pas seulement quitté. Elle avait stratégiquement démantelé sa vie à distance, utilisant sa propre arrogance comme une arme. Il devait prendre les devants. Il devait faire quelque chose. « J'ai besoin de faire une déclaration publique », déclara Rafferty. « M'excuser, montrer du remords, me présenter comme un homme qui a fait une terrible erreur et qui est prêt à l'expier. » Dominguez soupira, se frottant les tempes. « C'est risqué. C'est un aveu de culpabilité. Russ la déchiquettera. » « Ne rien faire expire, insista Rafferty. « Je suis en train d'être défini par TMZ.
j'ai besoin de me définir moi-même. Contre le meilleur jugement de Dominguez, la déclaration fut rédigée. C'était une pièce de contrition corporative soigneusement rédigée, publiée par le biais d'une importante firme de relations publiques. Dedans, Rafferty exprimait son plus profond regret pour ses manquements personnels et la douleur causée à sa famille. Il affirmait que son seul objectif maintenant était de guérir sa famille et de gagner le droit d'être le père de ses enfants bien-aimés. La déclaration fut accueillie par un cynisme généralisé. Elle fut vue comme une tentative désespérée, approuvée par les avocats, de contrôle des dommages. Mais elle eut une conséquence imprévue. Elle provoqua Elena Russ à rompre finalement son silence. Elle n'accorda pas d'interview télévisée ni d'exclusivité de magazine. Elle publia simplement une déclaration d'une seule phrase à l'Associated Press. Monsieur Maxwell parle de gagner le droit d'être père. Nous attendons avec impatience le processus de découverte qui déterminera s'il a jamais eu ce droit pour commencer. La déclaration était effrayante. Ce n'était pas seulement une menace légale, c'était une promesse que ce n'était que le début. Une promesse que quels que soient les secrets que Rafferty Maxwell détenait, elle allait les chercher. Le processus de découverte. Katie Jenkins. Elena Russ n'opérait pas depuis un gratte-ciel tape à l'œil, mais depuis une élégante maison de grès discrète dans le quartier de Salamanca. Son bureau était rempli de livres de droit et d'art moderne, un espace qui projetait à la fois la rigueur intellectuelle et le goût impitoyable. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs et intelligents, et un comportement totalement imperturbable. Lorsque Garney entra pour la première fois dans son bureau, 2 mois avant la confrontation de l'aéroport, elle avait présenté son cas avec le même calme tranquille qu'elle montrerait plus tard à Barajas. « Mon mari a une aventure », avait déclaré Garnett simplement. « Je suis enceinte de 32 semaines de nos enfants, par gestation pour autrui, un fait que je n'ai pas encore partagé avec lui. Je veux demander le divorce et je veux la garde exclusive. » Elena avait écouté sans interruption. L'utilisation d'une mère porteuse expliquait comment Garnett avait gardé la grossesse secrète. C'était un détail né d'un mariage brisé, un chemin vers la parentalité qu'elle avait clairement entrepris seule. « La garde exclusive est la plus haute montagne à gravir, Madame Maxwell », avait dit Elena. « Les tribunaux favorisent la garde partagée. Nous devons prouver qu'il est plus qu'un simple adultère. Nous devons prouver qu'il est inapte. »« Il l'est », avait répondu Garnett, d'une voix ferme. Ses priorités sont son ego et sa nouvelle petite amie. Ce n'est pas un environnement approprié pour les enfants. Maintenant, des semaines après l'aéroport, la promesse d'Elena de déterminer son droit à la paternité battait son plein. Le processus de découverte légale était une guerre d'usure, et Elena Russ était son maréchal. Son équipe de comptables légistes et d'enquêteurs privés commença à déconstruire systématiquement la vie de Rafferty Maxwell. Ils citèrent à comparaître tout. Relevés bancaires, relevés ou de cartes de crédit, manifeste de vol, enregistrement téléphonique, courriel, message texte. L'équipe juridique de Rafferty, dirigée par Robert Dominguez, fut forcée de s'exécuter, luttant pour caviarder des informations et limiter la portée. Mais les demandes d'Elena étaient implacablement précises. « Elle ne cherche pas seulement des preuves de dépenses pour la petite amie », avertit Dominguez à Rafferty. « Cherche un modèle de comportement, une narration d'imprudence. » L'équipe d'Elena examina des années de données. Ils trouvèrent les cadeaux luxueux pour Kensington, le collier de diamants Graff d'un demi-million d'euros, le contrat de location d'une Porsche Taycan, la location d'un grand loft dans le quartier de Malasagne. Ils trouvèrent les voyages, Aspen, Monaco, un yacht loué sur la côte amalfitaine.
Tout était accablant, mais attendu. Cela établissait son infidélité et sa prodigalité, mais ne prouvait pas nécessairement qu'il était inapte à être père. Elena savait qu'elle avait besoin de plus. « Cherchez plus profondément », donna-t-elle l'instruction à son enquêtrice principale, une ancienne agente de police madrilène nommée Carmen Rico. Ne cherchez pas seulement Maxwell, cherchez la petite amie, Kensington Lowe. Qui est-elle? D'où vient-elle? Kensington avait nettoyé sa présence en ligne après son histoire Instagram désastreuse, mais la mémoire d'Internet est longue. Carmen et son équipe commencèrent à creuser. Son histoire publique était qu'elle venait d'une famille aisée en Californie. Elle avait fréquenté une école de jeunes filles suisses et s'était trouvée comme une force créative dans l'espace numérique. Tout était vague et brillant. L'équipe de Carmen commença à obtenir des dossiers publics. Il n'y avait aucune trace d'une Kensington Lowe ayant obtenu son diplôme d'une école secondaire de premier plan. Aucun certificat de naissance portant ce nom ne correspondait à son âge déclaré. L'adresse qu'elle avait indiquée sur sa demande de permis de conduire il y a 5 ans remontait à un service de réexpédition de courrier. « C'est un fantôme », rapporta Carmen à Elena. L'identité, Kensington Lowe, semble s'être matérialisée de nulle part il y a environ 6 ans. Personne ne se matérialise de nulle part, répliqua Elena avec un éclat dans les yeux. Tout le monde a un passé. Trouvez-le. La percée vint d'une source inattendue. En recoupant des photos des premières publications Instagram de Kensington, avant la célébrité. Avec un logiciel de reconnaissance faciale, ils obtinrent un résultat. Ce n'était pas sur les réseaux sociaux. C'était sur une photo d'identité judiciaire granuleuse d'un service de police dans la zone rurale de l'Ohio. Le nom sur la fiche de réservation n'était pas Kensington Lowe. C'était Katie Jenkins. L'accusation d'il y a 8 ans était fraude aggravée. Elena Ross se pencha en arrière sur sa chaise pendant que Carmen présentait le dossier. L'histoire qu'il racontait était stupéfiante. Katie Jenkins, une caissière d'une ville sans avenir, avait été arrêtée pour sa participation à une série d'escroqueries auprès d'hommes solitaires. Elle et un partenaire ciblaient des hommes d'âge moyen. Ils cultivaient des relations en ligne, puis inventaient des urgences élaborées nécessitant de grosses sommes d'argent. Katie était de l'appât. Elle avait été arrêtée, mais les accusations furent finalement retirées lorsque la cible principale, un agriculteur veuf qu'elle avait escroqué de 60 000 $, refusa de témoigner, affirmant qu'il était toujours amoureux d'elle, et elle avait promis de le rembourser. Après que les accusations aient été retirées, Katie Jenkins avait disparu. 1 an plus tard, la sophistiquée et mondaine Kensington Lowe apparut à Madrid. Elle n'a pas seulement changé son nom, dit Carmen, pointant le dossier. Elle a tout changé. Ce n'est pas juste une fille qui voulait une vie meilleure. C'est une prédatrice professionnelle. Ibiza n'était pas la fin de l'aventure. C'était le début probable de son jeu final pour obtenir une demande en mariage. Les lèvres d'Elena se courbèrent en un sourire mince et satisfait. C'était ça. C'était l'arme. Elle était plus puissante que l'infidélité. Ce n'était pas seulement que Rafferty avait choisi une amante plutôt que son épouse. C'était que son jugement était si fondamental, si catastrophiquement défectueux, qu'il avait choisi une escroqueuse professionnelle. Il avait fait entrer une prédatrice dans sa vie, et par extension, il l'avait presque fait entrer dans la vie de ses enfants. « Ce n'est pas seulement un mauvais mari », murmura Elena pour elle-même. « C'est un imbécile, et un tribunal ne confiera pas le bien-être et l'héritage multimilliardaire de 4 bébés à un imbécile. » La stratégie changea immédiatement. L'équipe de Dominguez se préparait à livrer une bataille sur l'infidélité et les finances. Ils étaient sur le point d'être aveuglés par une bataille sur le caractère et la compétence.
Elena prépara sa motion. Ce n'était pas une demande de plus d'argent. C'était une motion pour une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal de Rafferty-Maxwell, citant son modèle démontré de fréquenter des individus de caractère douteux et son jugement altéré, ce qui représentait une menace directe pour la sécurité des enfants mineurs. Jointe à la motion en annexe A se trouvait le dossier authentifié complet sur une certaine Katie Jenkins de l'Ohio, y compris l'acte d'accusation de fraude et la photo d'identité judiciaire accablante. La motion fut déposée sous scellé, mais Elena savait que dans les affaires très médiatisées, sous scellé était un état temporaire. Elle envoya une copie par messager au bureau de Robert Dominguez. Lorsque Dominguez ouvrit le paquet et vit le dossier, il sut que la guerre était déjà perdue. Son client n'avait pas seulement été surpris en train de tromper, il avait été exposé comme un pigeon. La narration était passée de la tragédie à la farce. Il décrocha le téléphone pour appeler Rafferty. Ce serait la conversation la plus difficile de sa carrière, la reddition inéluctable. Rafferty-Maxwell était dans son penthouse, regardant une photo sur son téléphone. C'était un cliché de paparazzi pris au téléobjectif de Garnett, marchant sur le terrain du domaine de Tolède. Elle poussait une des poussettes doubles, une nounou à ses côtés avec l'autre. Le soleil brillait. Elle semblait sereine, en paix. C'était une vie qui continuait, prospérant sans lui. Son téléphone sonna, perçant le silence lourd. C'était Robert Dominguez. « Tu dois venir à mon bureau, tout de suite. » La voix de Dominguez était dépouillée de sa bravade habituelle. Il semblait tendu, fatigué. « Ne pose pas de questions, viens juste. » 1 heure plus tard, Rafferty était assis sur la même chaise où il avait appris la redoutable réputation d'Elena Roos. Cette fois, l'atmosphère était 100 fois plus grave. Dominguez ne perdit pas de temps avec des amabilités. Il fit glisser un dossier sur le bureau en acajou poli. « Tu dois voir ça, dit-il. C'est une motion de Roos, et voici son annexe A. » Rafferty ouvrit le dossier. Ses yeux se posèrent d'abord sur la photo d'identité judiciaire. C'était une version plus jeune et plus brute de Kensington, mais le visage était indéniablement le sien. Les yeux avaient un éclat provocateur et calculateur. Puis il vit le nom, Katie Jenkins. L'accusation, fraude aggravée. Il lut le résumé de l'escroquerie. Son sang se glaça. L'agriculteur solitaire. Les crises fabriquées. Les promesses vides. C'était comme lire le plan de sa propre relation avec Kensington. Les drames constants de bas niveau. Le besoin urgent d'une nouvelle voiture, parce que l'ancienne n'était pas sûre. L'opportunité d'investissement d'un ami, nécessitant un virement bancaire rapide de 100 000 $. L'histoire en larmes de sa famille, prétendument éloignée, qui l'avait abandonnée, la rendant totalement dépendante de lui. Il avait vu tout cela comme faisant partie du forfait, le prix d'entrée pour sa jeunesse et sa beauté. Il l'avait vu comme des exigences élevées, non comme une escroquerie professionnelle calculée. La location du loft, les vêtements de marque, les bijoux, les voyages. Il n'était pas son amant. Il était sa cible, le plus grand qu'elle n'avait jamais obtenu. L'agriculteur de l'Ohio avait perdu 60 000 $. Lui était sur le point de perdre des milliards, et plus important encore, ses enfants. Une vague d'humiliation profonde et suffocante l'envahit. C'était pire que la culpabilité, pire que la colère. Lui, Rafferty-Maxwell, qui pouvait détecter une faille dans un bilan à 100 mètres de distance, qui pouvait lire les motivations cachées des rivaux commerciaux les plus astucieux du monde, avait été dupé comme un simple dindon par une caissière de l'Ohio. Une évaluation psychologique, l'utile de la motion, sa voix à peine un murmure. Jugement altéré. Elle va argumenter que tu es un idiot incompétent à qui on ne peut pas faire confiance.
Dominguez dit d'une voix monocorde. Elle dira que ton manque de jugement est si profond que tu aurais exposé, sans le savoir, tes enfants à une prédatrice. Elle n'a pas tort, n'est-ce pas? La question était brutale, mais nécessaire. Rafferty se laissa tomber en arrière. Le combat s'épuisa en lui. Il regarda par la fenêtre l'horizon de la ville. Il avait aidé à construire un monument à son pouvoir et à sa vision. Tout semblait être une farce. À quoi servait la vision si vous ne pouviez pas voir ce qui était juste devant votre visage? Que faisons-nous? Demanda-t-il. Une supplique. Nous nous rendons, dit Dominguez doucement. Nous lui donnons tout ce qu'elle a demandé dans la pétition initiale. Le montant total du règlement. Les actifs et la garde légale et physique exclusive. Non, dit Rafferty, une étincelle de son ancien feu revenant. Pas la garde exclusive. Je ne renoncerai pas à mes enfants. Rafferty, tu n'as pas le choix. La voix de Dominguez monta avec frustration. Si ce dossier devient public, et il le sera, Elena s'en assurera. La narration change. Tu n'es plus le mari infidèle. Tu es le milliardaire trompé. Tu deviens la risée. Le conseil d'administration ne sera pas seulement effrayé. Ils auront des motifs pour te destituer. La clause de moralité devient une clause d'intelligence. Tu perdras ton entreprise. Tu perdras tout. Ton seul coup en ce moment est de contenir les dégâts. La logique était inéluctable. L'humiliation de la fuite de l'histoire de Katie Jenkins serait absolue et totale. Elle détruirait le peu de crédibilité qu'il lui restait. Si nous lui donnons la garde exclusive, continua Dominguez, adoucissant sa voix, nous pouvons négocier des visites. Des visites généreuses et structurées. Nous pouvons essayer d'ajouter des clauses sur la réévaluation de l'accord de garde dans quelques années, une fois que la poussière sera retombée. Nous pouvons présenter cela comme toi faisant ce qu'il y a de mieux pour les enfants, les éloignant du conflit. C'est le seul moyen pour toi de sauver un semblant de dignité ici. Tu dois tomber sur ta propre épée pour éviter qu'il ne te pousse dessus. Rafferty resta assis en silence pendant un long moment, le poids des mots de son avocat l'écrasant. Reddition. Le mot lui était étranger. Il ne s'était jamais rendu de sa vie. Il s'était battu. Il avait écrasé. Il avait gagné. Mais maintenant, son adversaire n'était pas un rival commercial. C'étaient les conséquences de ses propres choix, incarnés par une femme qu'il n'avait jamais véritablement connue et une avocate qui avait 10 pas d'avance sur lui. Il pensa aux bébés, Guillermo, Oliver, Carlotta et Sophia. Il les avait vus pendant moins de 5 minutes, mais ils faisaient partie de lui. L'instinct d'être leur père, de les protéger, était quelque chose de brut et de primaire qu'il commençait à peine à comprendre. Et l'ironie finale était que la seule façon de les protéger maintenant était de renoncer formellement à eux, pour les protéger des conséquences de ses propres erreurs catastrophiques. D'accord, dit-il finalement, le mot ayant un goût de poison. Rédige l'offre, donne-lui tout, assure-moi juste des visites, assure-moi un chemin de retour vers mes enfants. Je me fiche de ce que ça coûte. Robert Dominguez hocha la tête, un air de soulagement sombre sur son visage. La guerre était terminée. Maintenant commençait le processus long et douloureux de négocier les termes de sa défaite. Conclusion. Finale. La rédemption du père. Cette nuit-là, l'histoire sur Katie Jenkins fut connue. Une source anonyme, presque certainement du camp d'Elena Russ, avait divulgué l'intégralité du dossier à un journaliste d'investigation réputé. L'histoire fut encore plus dévastatrice que celle de la section Potin. Ce n'était pas du potin. C'était une exposition profondément documentée d'une escroqueuse et de sa plus grande cible. La photo d'identité judiciaire était partout. Rafferty Maxwell, le titan de l'industrie, n'était plus un méchant. Il était une blague. 2 semaines plus tard,
l'encre était sèche sur un règlement qui secoua la société madrilène. Garnet se vit accorder la garde légale et physique exclusive, ainsi qu'une vaste fortune qui assurait son indépendance pour toujours. En échange de sa capitulation rapide, Rafferty reçut 2 choses. Un accord de non-divulgation, NDA inébranlable, pour faire taire l'humiliation publique et le droit de voir ses enfants 2 fois par semaine, sous la surveillance d'un superviseur désigné par le tribunal. Sa première visite eut lieu au domaine de Tolède, un endroit où il entrait maintenant en tant qu'invité. Le superviseur, Lazio Maragomez, le conduisit au salon, où Garnet attendait à côté de 4 berceaux. L'air était épais d'histoires non dites. « Garnet, commença-t-il, sa voix étouffée par une excuse préparée. Elle l'interrompit. Non avec colère, mais avec une finalité fatiguée. « Non, Rafferty, tes excuses sont pour toi. Tout ce qui compte maintenant, c'est eux. » Elle regarda les berceaux. « Ils sont innocents, et c'est ta chance de les connaître. Ne la gâche pas. » Alors qu'elle se tournait pour partir à une réunion pour la nouvelle fondation qu'elle avait déjà établie, elle s'arrêta à la porte. « Si cela peut t'aider, dit-elle sans se retourner. Je n'ai jamais voulu te détruire. Je voulais seulement les protéger. » Puis elle partit, le laissant seul avec Madame Maragomez et les 4 battements de cœur silencieux qui avaient bouleversé son monde. Il s'approcha des berceaux, son cœur battant. 4 pères dieux grands et curieux le fixèrent. Il était un étranger pour eux. Hésitant, il tendit la main et caressa la joue douce de son fils Guillermo. Le bébé s'inclina instinctivement vers son toucher, un petit geste de confiance qui déchiqueta l'orgueil restant de Rafferty. À cet instant, un amour profond et inconnu traversa sa honte, un sentiment qui n'avait rien à voir avec le pouvoir ou la possession. Il avait perdu son épouse, sa réputation et un empire de richesse. Mais en regardant les 4 visages innocents, il comprit sa véritable perte et son seul chemin à suivre. Le chemin du retour ne serait pas pavé d'argent ou d'influence, mais d'humilité et de temps. Ignorant la vibration silencieuse de son téléphone, où son monde corporatif continuait de brûler, Rafferty rapprocha une chaise. Il s'assit simplement, observant ses enfants, comprenant finalement que sa pénitence et sa rédemption étaient une seule et même chose. Au final, ce n'était pas seulement une histoire sur la chute d'un milliardaire. C'était une histoire sur la collision de 2 types de pouvoir. Le pouvoir fort et vide de la richesse et de l'ego, symbolisé par un sac rose, et le pouvoir tranquille et inébranlable de la dignité et de l'amour féroce d'une mère. Rafferty Maxwell a perdu un empire de sa propre création, seulement pour être confronté à la tâche monumentale de construire quelque chose de bien plus important, une relation avec les enfants qu'il a failli jeter par-dessus bord. Garnet Maxwell, la femme qu'il a sous-estimée, a prouvé que la vraie force ne consiste pas à contrôler les autres, mais à prendre le contrôle de son propre destin, même si cela signifie traverser le feu pour y parvenir. Elle n'a pas seulement gagné un règlement de divorce, elle a gagné sa liberté, son estime de soi et l'avenir de ses enfants.